718 Un autre avertissement Lumian et Antony n'ont dû attendre que brièvement avant que les ministres ne commencent à quitter le pavillon des plaisirs un par un. Ils se sont rapidement rapprochés de Morand-Avigny, le ministre de l'Industrie. Tout en écoutant les questions des autres journalistes, ils ont utilisé leur capacité unique pour l'observer de près. Après un peu plus de 10 secondes, Lumian se tourna vers Antony et secoua légèrement la tête, indiquant que, pour l'instant, il n'y avait rien d'inhabituel dans la rivière du destin de Morand. Il avait confiance qu'Antony, étant un spectateur, comprendrait son message tacite. Antony a répondu avec un léger hochement de tête, confirmant à Lumian que l'expression et le comportement de Morand-Avigny semblaient normaux. Le surveillant directement responsable de Gébu n'a-t-il pas contacté Morand-Avigny? Ou notre hypothèse pourrait-elle être incorrecte? Est-il possible que la mort de Gébu n'ait pas été détectée par la surveillance du surveillant? N'ont-ils pas pleinement compris la situation avec Gébu? Ces pensées traversèrent l'esprit de Lumian alors qu'il poursuivait son observation. C'était précisément pour cela qu'il était venu en personne au pavillon des plaisirs pour attendre l'apparition de Morand-Avigny. Ce n'est qu'en acquérant les informations les plus récentes et les plus fiables qu'il pourrait évaluer s'il devait aller de l'avant avec le plan original, l'ajuster ou le mettre temporairement de côté. En effet, dans la rivière du destin de Morand-Avigny, un affluent de lui entrant dans le miroir du corps entier du bureau existe toujours, enveloppé d'une teinte noire intense. Lumian, indifférent à l'épuisement de sa spiritualité, est resté concentré sur tout changement potentiel dans le destin de Morand-Avigny. Après une courte entrevue, le débonnaire ministre de l'Industrie, flanqué de ses gardes du corps, descendit les marches du pavillon des plaisirs et se dirigea vers son élégant carrosse à 4 roues et 4 places. Alors que le voiturier ouvrait la porte cochère, Morand-Avigny sortit de sa poche un petit miroir à main, semblant vérifier son apparence. Dans la haute société de Trèves, c'était un phénomène typique. Les cosmétiques et les soins pour hommes sont depuis longtemps à la mode. Morand-Avigny regarda dans le miroir à main, ses pupilles gris foncé s'élargissant brusquement alors que son expression changeait subtilement. Presque simultanément, Lumian, avec ses yeux noirs argentés, détecta une altération notable dans le sort de l'affluent du ministre de l'Industrie. Aucun affluent n'a suggéré l'entrée de Morand-Avigny dans le miroir corps entier de l'étude. Tous les choix pertinents avaient disparu. En conséquence, même si Lumian épuisait près de la moitié de sa spiritualité et utilisait le destin impérieux, il serait incapable de forcer Morand-Avigny à entrer volontairement dans le miroir corporel complet du bureau. Compelling FATE ne consistait pas à créer le destin. Il fallait que des choix existent avant de pouvoir être imposés. Profitant du moment où les journalistes avaient changé d'orientation et où ils étaient tous les deux lentement à la traîne, Antony dit doucement à Lumian. Quand Morand-Avigny s'est regardé dans le miroir à main, il a ressenti un sentiment de peur palpable. Tandis que Lumian suivait les autres journalistes, il continua d'évaluer Morand-Avigny et forma une hypothèse connexe. Quelqu'un utilisait le monde miroir et le miroir à main pour transmettre un message à Morand-Avigny. Les informations transmises concernaient probablement la disparition mystérieuse de Gébulata, qui était chargé de garder le miroir intégral du bureau, et la disparition de son corps. Pour Morand-Avigny, cela impliquait que quelqu'un conspirait contre lui. L'ombre planait déjà sur lui, sa source et ses circonstances étant inconnues. Dans de telles conditions, la peur était inévitable. Pour la majorité des gens, les émotions se manifesteraient inévitablement dans une certaine mesure dans leurs expressions faciales et leurs mouvements physiques, les rendant facilement visibles aux spectateurs. Oui, étant donné que Gébu possédait un bouton de manchette miroir, il est raisonnable de supposer que le surveillant au-dessus de lui aurait des objets comparables. Il pourrait même posséder la capacité supplémentaire de communiquer via le monde miroir, se souvient Lumian, pensant au bouton de manchette envers maintenant en possession de Franca. Et de plus, Gébu avait révélé que Morand-Avigny avait demandé aux autres hommes miroirs de la famille Tamara d'assumer de nouvelles identités et de déménager, le laissant comme seul contact avec l'école de la vérité. Par conséquent, lorsque le surveillant découvrirait la disparition inexpliquée et la mort ultime de Gébu, il serait incapable d'atteindre les autres peuples miroirs. Ils n'ont pu qu'attendre la conclusion de la réunion ministérielle de Morand-Avigny pour lui adresser un avertissement. Nos conjectures antérieures ont été validées. Le surveillant a effectivement détecté la mort de Gébu. On ne sait pas avec certitude si le surveillant était limité par ses capacités ou gêné par la figurine de la démone primordiale, mais il n'a pas pu nous localiser immédiatement et lancer une contre-attaque. Nous devons abandonner le plan initial. Faire en sorte que Morand-Avigny entre, volontairement, dans le miroir complet du bureau n'est plus possible. Perdu dans ses pensées, Lumian regarda Morand-Avigny ranger le miroir à main, monter dans la voiture et rentrer chez lui. Profitant de la scène encore quelque peu chaotique, lui et Antony quittèrent discrètement le pavillon des plaisirs. À la périphérie d'une place ornée de statues et d'obélisques, Lumian scruta les environs. Confirmant que personne n'était à proximité, il murmura à Antony. « À votre avis, qu'est-ce qui a effrayé Morand-Avigny » Il avait déjà partagé sa théorie avec Antony. S'appuyant sur son point de vue de spectateur, Antony s'est attaché à analyser les étapes psychologiques de l'école de la vérité et de Morand-Avigny. Sans information sur l'ennemi, il est improbable que l'école de la vérité, une organisation secrète vénérant une divinité maléfique,
envoie des agents supplémentaires de niveau demi-dieu à proximité de Morand-Avigny pour renforcer la protection du peuple miroir. Contrairement à une église orthodoxe, ils ne peuvent pas se permettre d'agir de manière imprudente et d'intensifier perpétuellement leur implication. Ils doivent considérer la possibilité que le groupe qui a appréhendé Jébu soit tout aussi formidable, incluant potentiellement un demi-dieu. Dans leur rang, ils pourraient même soupçonner qu'il pourrait s'agir d'une mission secrète orchestrée par le Purificateur, machinerie Yves-Main ou une unité d'élite du Bureau 8. En substance, le surveillant fera savoir à Morand-Avigny qu'il est désormais seul. Ils offriront un soutien indirect mais ne pourront pas intervenir directement. D'autres sectes pourraient réagir avec folie, extrémisme et irrationalité tout en défendant Morand-Avigny. Cependant, sur la base de l'idéologie de Jébu, l'école de la vérité s'abstiendra de telles actions. Cela explique pourquoi Morand-Avigny ne pouvait cacher sa peur. C'est comme un abandon. Lumian hocha doucement la tête. Anthony a poursuivi son analyse. Nous devons également prendre en compte la caractéristique unique de Morand-Avigny en tant que personne miroir. Les personnes miroirs que nous avons rencontrées précédemment poursuivaient non seulement leurs propres ambitions, mais faisaient également preuve d'un certain fanatisme envers leurs leaders et leurs objectifs primordiaux. D'après mes observations, même si Morand-Avigny est indéniablement terrifié, il a réussi à faire preuve d'une certaine retenue. En montant dans la voiture, il semblait résolu et déterminé. Lumian comprit et remarqua. Envisage-t-il de se sacrifier? Il alertera rapidement les autres hommes miroirs et les exhortera à se cacher rapidement. Quant à lui, il est sous la stricte protection des fonctionnaires, rendant l'évasion impossible. Sa seule option est de rester sur place, visible pour la faction ennemie, en espérant que sa fortune soit suffisante et que la protection officielle s'avère efficace. Et, dans des moments comme ceux-ci, la protection devient une autre forme de confinement. Anthony a changé de sujet. Quel affluent est devenu noir suite au changement de destin de Morand-Avigny? Lumian secoua la tête. Rien pour le moment. Il s'agit d'une situation exceptionnellement unique. Cela signifie qu'elle ne se manifestera que lorsque Morand-Avigny fera un nouveau choix, se branchant sur un nouveau destin d'affluent. À ce stade, Lumian expira lentement et déclara « Je ne perçois aucune autre opportunité pour le moment. Il aurait été bien que le surveillant agisse de manière imprudente et protège Morand-Avigny. La démone du noir devrait l'attendre. Localisons d'abord Jenna et Franca. » Dans la grotte de la carrière abritant une entrée permanente vers le monde du miroir, Franca, qui attendait patiemment, a vu des cheveux noirs réapparaître du miroir, descendant mèche par mèche. La démone de Black Clarice s'est matérialisée et a dit doucement. Actuellement, aucun Beyondé n'est caché derrière le miroir correspondant. Ils ont dû abandonner Morand-Avigny. Je ne suis pas en mesure de fournir de l'aide pour le moment. Vous devez réévaluer votre stratégie et trouver un moyen de capturer Morand-Avigny, qui est sous la solide protection des Beyondés officiels, sans entrer dans le monde miroir. Avez-vous une solution en tête? Franca souhaitait s'enquérir mais s'abstint par crainte d'offenser la démone de Black. Au lieu de cela, elle a simplement répondu « Compris ». Dans une maison sécurisée au sein du district administratif, Jenna a informé Lumian et Anthony. Madame Judgment nous a demandé d'arrêter toute action pour le moment. Elle doit s'entretenir avec les autres titulaires de la carte arcane majeure concernant les informations obtenues de Jébu. Avec Madame l'ermite, Lumian réfléchit silencieusement, plongé dans ses pensées. Il a fait un petit signe de tête et a dit « Allons trouver Franca ». Après avoir rencontré Franca dans la grotte de la carrière souterraine et partagé leurs découvertes, Lumian soupira et déclara « Pour le moment, nous n'avons d'autre choix que d'abandonner nos efforts. » Alors que Franca et les autres acquiesçaient, Lumian entendit soudain une voix retentissante. « Ne pensez-vous pas que vous capitulez prématurément? Avez-vous remarqué des problèmes? Thermiboro, pourquoi m'offre-t-il des conseils? Et ce n'est pas une affaire urgente qui le menace? » Lumian ne put s'empêcher de froncer les sourcils. La voix grave de Thermiboro persista. « Considérez ceci. Si vous étiez un surveillant, quelles actions prendriez-vous dans un tel scénario? » Naturellement, ils réduiraient leur personnel et se cacheraient pour empêcher l'ennemi de découvrir des indices et de les poursuivre. Marmonna Lumian dans sa barbe. Au-delà de cela, que peuvent-ils faire d'autre? Comment peuvent-ils indirectement aider Morand-Avigny? Franca, Jenna et Anthony observaient Lumian alors qu'il marmonnait pour lui-même, attendant son ultime explication. Brusquement, une possibilité s'est présentée à Lumian. Il regarda ses trois compagnons et dit d'un ton bas et sérieux. Transaction sous la table. Protéger Morand-Avigny grâce à une transaction clandestine de haut niveau. C'est pourquoi nous avons chacun abandonné le plan pour des raisons distinctes. Même le fleuve du destin ne montre actuellement aucune calamité mortelle pour Morand-Avigny.